Depuis une dizaine d'années, l'accès aux études supérieures s'est développé et démocratisé dans un grand nombre de pays. Il y a de plus en plus d'étudiants internationaux et ces étudiants mobiles sont devenus un véritable enjeu stratégique pour les États. Alors, qui sont les grands acteurs et comment évoluent les choses? Voici une carte montrant la répartition des étudiants à travers le monde. Nous l'avons établie à partir du dernier rapport de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur, qui dénombre 159 millions d'étudiants dans le monde en 2008. Les pays qui comptent le plus grand nombre d'étudiants sont en Asie, en Russie, en Europe, dans les Amériques, alors que les effectifs sont bien moindres en Afrique subsaharienne et dans les États arabes. Ce sont les grands pays émergents, comme la Chine et l'Inde, qui comptent désormais les populations étudiantes les plus nombreuses, mais lorsque l'on rapporte ces chiffres à la population en âge d'étudier, c'est dans les pays riches de l'OCDE que l'on accède le plus aux études supérieures. Alors ce domaine des études supérieures a connu deux évolutions majeures au cours des dernières années. Le nombre d'étudiants, d'abord, a beaucoup augmenté, passant de 68 millions d'étudiants en 1991 à 97 millions en 2000, à 159 millions en 2008, soit une augmentation de 50% en moins d'une décennie, ce qui est énorme. Deuxième évolution, les études supérieures se sont elles aussi mondialisées et l'on repère maintenant 4 acteurs principaux dans ce domaine. Les étudiants eux-mêmes, les établissements d'enseignement supérieur comme les universités, les États et les entreprises. Alors d'abord les étudiants eux-mêmes. Ils sont de plus en plus mobiles. Environ 2 étudiants sur 100 quittent leur pays d'origine pour poursuivre leurs études supérieures à l'étranger, ce qui semble assez peu. Mais le nombre d'étudiants internationaux suit une croissance continue. Elle s'est accélérée au cours des dernières années pour arriver à 3 millions d'étudiants internationaux en 2008, selon les statistiques de l'UNESCO. Les régions qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants internationaux sont l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, avec 62% du total des étudiants étrangers, puis l'Asie de l'Est et le Pacifique, avec 19%, et ces étudiants sont principalement attirés par les États-Unis, où se trouvent 21% des étudiants internationaux, puis par le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'Allemagne et le Japon. Les pays anglophones dominent et rassemblent à eux seuls la moitié des étudiants en mobilité, du fait de la langue anglaise bien sûr, mais aussi de la valeur des formations dispensées. Ça, c'est pour les destinations. Maintenant, si on regarde les origines, on constate que les étudiants internationaux proviennent majoritairement d'Asie à hauteur de 40%. Les Chinois et les Indiens sont les plus nombreux à partir faire leurs études à l'étranger. Ils se dirigent principalement vers les pays de l'OCDE, États-Unis en tête, avec 25% des étudiants étrangers chinois et 56% des étudiants étrangers indiens. Globalement, on observe que les étudiants les plus mobiles sont issus de régions émergentes ou en développement. Ensuite, il y a le cas de l'Union européenne. C'est un cas un peu particulier puisque la zone est à la fois une région d'accueil et en même temps, elle produit un grand volume d'étudiants internationaux du fait de la très forte mobilité intra-européenne. Alors cette mobilité ne doit rien au hasard, elle répond à une stratégie culturelle et politique des institutions européennes. Parmi les différents programmes, Erasmus est le plus connu. Il a été lancé en 1987 par une Europe à 12 membres dans le but de promouvoir un sentiment d'appartenance européenne auprès des étudiants. Depuis sa création, le programme s'est ouvert aux nouveaux membres à mesure de leur entrée dans l'Union, ainsi qu'à d'autres pays partenaires. Au total, il a permis à près de 2,5 millions d'étudiants de passer une partie de leurs études dans un autre pays européen. Et à noter, enfin, les étudiants français et allemands comptent pour 30% de ce total. Deuxième grand acteur de ce contexte mondialisé, les établissements d'enseignement supérieur comme les universités. Ces dernières années, les classements internationaux ont exacerbé la concurrence. Depuis 1992, le classement du Times Higher Education, dont vous voyez ici les 10 premières places du classement en 2010-2011, se fonde sur les évaluations d'une série d'experts appartenant au monde académique. En 2003, l'université chinoise de Chiao Tung
a créé son propre classement, dit le classement de Shanghai, destiné à l'origine à mesurer la valeur des universités chinoises dans le monde. Il se base sur une série d'indicateurs quantifiables comme le nombre de prix Nobel, le nombre d'articles publiés ou l'étendue du réseau des anciens. Alors on voit bien la surreprésentation des universités anglo-saxonnes de grande taille et surtout américaines. Pour vous donner une idée, le premier établissement français se situe à la 40e position, le premier allemand à la 47e, la première université chinoise se place à la 175e place. Aux tendances de l'internationalisation, de nombreux établissements délocalisent leur campus à l'étranger, comme par exemple l'Université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, créée en 2006. L'Université chinoise de Suzhou devrait ouvrir en 2012 un campus au Laos, ce qui montre bien l'influence que Pékin veut jouer dans son environnement proche, en Asie du Sud-Est. Cela exprime la course internationale entre les universités pour les financements, pour le prestige, mais aussi pour aller chercher les étudiants là où ils se trouvent. La stratégie des étudiants et des universités se combine à celle d'un troisième acteur, les États, car le marché mondialisé de l'enseignement supérieur revêt des enjeux de plusieurs types. D'abord un enjeu économique, comme le montre le cas de l'Australie, qui depuis les années 80 mène une politique très attractive vis-à-vis des étudiants internationaux. Ils viennent principalement de Chine, d'Inde, de Malaisie, faisant de l'Australie la 4e destination choisie pour faire ses études à l'étranger. Sur 10 étudiants inscrits dans les universités australiennes, 2 sont des étudiants internationaux, et cela a un impact direct sur l'économie. Le gouvernement australien a estimé que les services liés à l'accueil d'étudiants étrangers sont la première source de revenus dans le domaine des services, et ce, avant les revenus qui viennent du tourisme. On a aussi l'exemple de Singapour, du Qatar, des Émirats arabes unis. Leur stratégie est de choisir des établissements universitaires réputés, de leur offrir des conditions financières et matérielles avantageuses pour les pousser à venir s'installer sur leur sol. Singapour accueille entre autres une filiale du MIT et Yale devrait en ouvrir une à la rentrée 2012. À Doha, une fondation qatari a construit le campus Education City. À Dubaï, les autorités ont établi le Dubai Knowledge Village, une sorte de zone franche de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'enjeu pour ces pays de petite taille mais très riches, c'est de devenir des centres universitaires internationaux. Et puis il y a bien sûr les États-Unis. Ils ont compris très tôt l'importance d'investir dans le domaine du savoir, avec pour ce pays un impact stratégique en termes d'innovation, de dépôt de brevets et de renommée mondiale. Les États-Unis sont le premier pays détenteur de prix Nobel, avec 275 récompenses entre 1950 et 2009, et près de un quart de ces Nobel ont été décernés à des chercheurs qui avaient immigré aux États-Unis. Alors évidemment, dans un contexte international concurrentiel, les pays émergents montrent eux aussi un intérêt grandissant pour ce domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Regardons d'ailleurs la stratégie de la Chine. Elle est double et elle est très intéressante. D'une part, après avoir promu la mobilité de ses étudiants à l'étranger pour qu'ils se forment dans les meilleures universités mondiales, Pékin cherche aujourd'hui à pousser la diaspora scientifique chinoise à rentrer au pays. Et puis d'autre part, Pékin cherche à attirer et former les étudiants étrangers. L'objectif est de multiplier leur nombre par 10, soit de passer de 50 000 étudiants en 2008 à 500 000 en 2020. En 10 ans, entre 2000 et 2009, la Chine a presque doublé la part des dépenses en recherche-développement dans le produit intérieur brut du pays et veut atteindre les 2,5% en 2020, soit l'équivalent des États-Unis. Et puis enfin, il y a le quatrième acteur, ce sont les entreprises. La multinationale Google, née dans la Silicon Valley, donne un bon aperçu du partenariat entre les entreprises et l'enseignement supérieur. Le Google Doctoral Fellowship Program est un programme de bourse qui a été lancé en 2009 aux États-Unis, destiné aux doctorants en informatique, et il a été étendu au Canada, à l'Union européenne, à Israël et à la Chine. Certaines entreprises vont plus loin, créant leurs propres universités. On compte aujourd'hui quelques 4000 universités d'entreprises à travers le monde, dont la moitié aux États-Unis, et 300 en France. Par exemple, Veolia dispose de 18 campus répartis dans 11 pays.
Alors il s'agit bien sûr d'un calcul, d'une formation ciblée, afin d'adapter aux besoins de l'entreprise la formation des futurs employés. Alors il y a donc de plus en plus d'étudiants internationaux, ce qui est bien, avec comme un nouvel espace mondial de l'enseignement supérieur, mais on est face tout de même à 3 grands questionnements. Le premier, c'est est-ce qu'on ne va pas vers une uniformisation avec l'avancée du seul modèle anglo-saxon? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'un impact négatif sur la qualité de l'enseignement dispensé et la valeur des diplômes délivrés? Et puis troisièmement, est-ce que le fossé ne va pas s'agrandir entre universités riches et universités pauvres, avec le risque de voir s'augmenter la fuite des cerveaux? Je vous signale la parution de l'année stratégique 2012, préparée par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, c'est édité chez Armand Collin, et la réédition du très bon Atlas historique mondial de Georges Duby, et c'est édité chez Larousse. Et puis je vous signale aussi une refonte complète du site du Dessous des cartes, que vous pouvez donc découvrir et même mieux que ça, utiliser sur arte.tv, donc un nouveau site du Dessous des cartes. Et puis, nous venons de sortir un nouvel atlas aux éditions Arte Éditions et Talendier, Itinéraire géopolitique.